Claude François est au sommet. Des disques d'or tapissent ses murs, des cris d'adoration montent de chaque salle où il entre. Son nom est synonyme de lumière, de rythme, de perfection scénique. Il est partout. À la télévision, à la radio, dans les journaux, dans les rêves d'une génération entière. Tout le monde pense qu'il a tout. La gloire, l'argent, les femmes, le pouvoir. Il incarne la France qui chante, qui danse, qui s'illumine. Mais un matin de mars 1978, alors que Paris s'éveille sous un ciel gris, une nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Claude François est mort. Électrocuté dans sa salle de bain. Nu, seul, dans un appartement cossu de l'avenue des Ternes. Il avait 39 ans. La France est bouleversée. Comment une légende vivante peut-elle disparaître de façon si brutale, si absurde, si silencieuse? Très vite, les rumeurs affluent. Certains parlent de malchance, d'un accident stupide. D'autres murmurent que ce n'est pas seulement une histoire de lampe défectueuse. Car ceux qui ont approché Claude de près savent, derrière l'image impeccable du showman se cachait un homme rongé par l'angoisse, la peur de vieillir, l'obsession du contrôle. Un homme qui ne dormait presque plus, qui chronométrait ses émotions, qui fuyait ses propres démons. Et si ce n'était pas un simple accident? Et si, au fond, Claude François était en train de s'éteindre depuis longtemps? La vérité, elle, est bien plus sombre. Avant de devenir Clo-Clo, avant les strass, les chorégraphies millimétrées et les hystéries de fans, il y avait un petit garçon né dans un monde qui allait s'écrouler. Claude François voit le jour le 1er février 1939 à Ismaïlia, en Égypte, une ville bordant le canal de Suez. Son père, Aimé François, travaille pour la compagnie du canal. Sa mère, Lucia, est italienne. L'enfance semble, au premier regard, baignée de lumière, de musique orientale, de parfums marins. Mais très tôt, le sol sous ses pieds commence à trembler. La Seconde Guerre mondiale gronde, les tensions politiques s'intensifient. Et surtout, dans le foyer même, une faille silencieuse s'installe. Le père, autoritaire, exigeant, éloigné. La mère, tendre mais souvent dépassée. Claude ressent cette absence d'amour exprimée, ce besoin constant d'être à la hauteur. Il n'est jamais assez, pas assez sage, pas assez fort, pas assez digne du nom de François. En 1956, c'est le drame. Lors de la crise du canal de Suez, la famille est contrainte de quitter l'Égypte dans la précipitation. Le père est licencié, humilié. La chute sociale est brutale. La famille se retrouve en France, sans repère, sans fortune. Claude a alors 17 ans. Il voit son père sombrer dans l'amertume. L'autorité paternelle se transforme en rejet. Aimé François, qui rêvait d'un fils fonctionnaire, ne comprend pas l'attirance de Claude pour la musique, la danse, l'Amérique. Claude, lui, se sent rejeté, incompris. Il n'a qu'un désir, prendre sa revanche sur la vie. Il se regarde dans le miroir et se promet de réussir, de briller, de devenir quelqu'un que son père ne pourra plus ignorer. Adolescent, il s'enferme dans la musique. Il apprend le violon, puis la batterie, en cachette. Il écoute les vinyles venus des États-Unis, fasciné par Elvis Presley. Il répète ses pas de danse seul dans sa chambre, perfectionne sa gestuelle, rêve d'une scène où enfin il serait vu, aimé, applaudi. Ce sont ces années de silence, de frustration, d'ombre familiale qui forgent en lui l'obsession du contrôle, le besoin maladif d'approbation, cette rage de perfection. Il ne deviendra pas ingénieur, ni banquier, ni fonctionnaire comme son père le voulait. Il deviendra une star, ou rien du tout. Paris, fin des années 50. Claude est là, jeune homme mince, timide mais déterminé, avec dans ses valises quelques vêtements, une batterie et une soif insatiable de réussite. Il dort sur un canapé, joue dans des orchestres anonymes, enchaîne les petits boulots. Il est loin du strass et des projecteurs, mais il observe, il apprend, il attend son heure. À cette époque, il est batteur dans un orchestre de bal. Il accompagne les autres, reste dans l'ombre. Mais il le sait. Il n'est pas fait pour l'arrière-plan. Il veut devenir le centre, le visage, la voix. Il commence à chanter dans des cabarets modestes, à adapter des tubes anglo-saxons en français. Il copie les gestes d'Elvis, la coiffure de James Dean, le regard de Sinatra. Il façonne son image, pièce par pièce. Puis, en 1962, le miracle a lieu. Il enregistre « Belle, belle, belle », une reprise adaptée en français des Everly Brothers. Le succès est foudroyant.
Le public découvre un jeune homme bondissant, charismatique, qui casse les codes du crooner classique. Claude ne chante pas seulement, il vit sa chanson. Il bouge, il électrise, il conquiert. Les années qui suivent sont un tourbillon. Il enchaîne les tubes. Cette année-là, Le lundi au soleil, Magnolias Forever. Il devient une marque à lui seul. Claude François n'est plus seulement un chanteur, il est un empire. Il fonde sa maison de disques, crée son propre magazine, conçoit ses chorégraphies, dirige chaque détail de ses spectacles. Les Claudettes, ces célèbres danseuses, deviennent sa signature. Mais derrière l'énergie, derrière les paillettes, des fissures commencent à apparaître. Claude ne supporte pas l'imperfection. Il répète les mêmes mouvements jusqu'à l'épuisement. Il s'énerve pour une robe mal repassée, un projecteur mal orienté. Il veut tout contrôler. L'image, le son, le temps. À mesure que sa gloire monte, sa solitude s'installe. Il est applaudi par des millions, mais ne fait confiance à presque personne. Chaque sourire en coulisses peut cacher une trahison. Chaque succès est déjà une peur de déclin. Mais il n'en parle à personne. Il continue d'avancer. Il danse, il chante, il brille, comme si le silence intérieur pouvait être noyé dans le bruit des projecteurs. À l'extérieur, tout semble sous contrôle. Mais à l'intérieur, Claude s'effondre doucement. Ses journées sont rythmées à la minute près. Il dort rarement plus de 3 ou 4 heures par nuit. Il vit entouré de secrétaires, de danseuses, de techniciens, mais sa chambre est un sanctuaire vide. Il a peur du silence, peur de l'inactivité. Chaque minute non productive est une menace. Il ne vit pas, il résiste. Ses relations amoureuses deviennent de plus en plus fragiles. Il tombe amoureux de France Gall, jeune chanteuse talentueuse, innocente, lumineuse. Leur couple devient une icône. Mais derrière les sourires des photos officielles, la réalité est plus tendue. Claude est jaloux, possessif, exigeant. Il veut la modeler à son image, choisir ses chansons, ses tenues, ses mots. France Gall finira par partir, brisé. Claude, lui, ne se remettra jamais vraiment de cette rupture. Il aimera d'autres femmes, mais d'un amour inquiet, toujours suspendu à la peur de l'abandon. Son besoin de tout diriger devient une obsession. Il intervient dans chaque détail de ses émissions, de ses interviews, de ses spectacles. Une ampoule mal placée, un mot de travers, et la colère explose. Il crie, il vire, il recommence. Rien ne doit lui échapper. Il ne supporte ni l'échec, ni la surprise. Peu à peu, ceux qui l'entourent s'éloignent. Non pas par haine, mais par épuisement. Il est devenu une forteresse, brillante, mais inaccessible. Claude lui-même avoue dans un rare moment d'abandon « Je ne suis jamais tranquille, j'ai peur de m'arrêter. Parce que si je m'arrête, je m'écroule. » Les journalistes commencent à murmurer. Certains le décrivent comme tyrannique, instable. D'autres parlent de crise d'angoisse, de pilules pour dormir, de colère incontrôlée. Mais tout cela reste à huis clos. Le public ne voit rien. Il danse toujours. Il sourit toujours. Mais derrière le rideau, Claude commence à disparaître. Le 11 mars 1978, Claude François se réveille dans son appartement parisien, avenue des Ternes. Il est fatigué, comme toujours. La veille, il a encore enchaîné les répétitions, les appels, les ordres donnés à ses équipes. Le planning du jour est chargé, séances photos, enregistrements, préparation d'un départ à l'étranger. Il pleut dehors. Mais Claude ne s'arrête jamais. Dans la salle de bain, il remarque une ampoule vacillante au-dessus de la baignoire. Un détail, un rien. Mais pour lui, c'est une imperfection inacceptable. Il grimpe, sans réfléchir, pour la replacer. Pieds nus, sol mouillé, électricité. Et soudain, le silence. À 14 ans, son corps est retrouvé. Claude François est mort. Électrocuté. À 39 ans. Le choc est immense. La France n'y croit pas. Ce n'est pas possible. Pas lui. Pas maintenant. Les médias s'emballent. Un accident domestique, une malédiction, une fuite de contrôle fatale. Les spéculations vont bon train. Mais ceux qui l'ont connu de près ne sont pas surpris. Claude vivait dangereusement, sans répit, sans pause. Il ne laissait rien au hasard, pas même une ampoule. Ce jour-là, les studios s'arrêtent. Les radios passent ses chansons en boucle. Les fans pleurent dans la rue. Des milliers de lettres arrivent à son domicile. Des fleurs, des photos, des mots griffonnés à la hâte. On l'avait cru immortel. On découvre qu'il était juste un homme, fatigué, usé, fragile. Dans ces dernières semaines, certains amis l'avaient trouvé changé,
plus lent, plus préoccupé, comme s'il sentait que quelque chose approchait. Mais Claude, fidèle à lui-même, n'a jamais ralenti. Il a continué à jouer le rôle jusqu'au bout. Et c'est là, dans la salle de bain, seul avec lui-même, que le rideau est tombé. Aujourd'hui encore, près de 5 décennies après sa disparition, le nom de Claude François résonne dans toutes les mémoires. Ses chansons rythmant les fêtes, les souvenirs, les dimanches en famille, il est devenu une légende populaire, un emblème français. Mais derrière les refrains joyeux et les chorégraphies colorées, combien ont vraiment compris l'homme qu'il était? Ses proches parlent d'un perfectionniste blessé, d'un enfant qui n'a jamais cessé de chercher l'amour de son père, l'approbation du monde. Un homme qui voulait briller pour exister, et qui, à force de tout contrôler, sait peu être oublié lui-même. Il nous a laissé des tubes intemporels, une œuvre immense, une empreinte dans la culture française. Mais aussi une question qui hante. Avons-nous aimé l'icône au point d'ignorer la douleur de l'homme? Claude François n'était pas qu'un chanteur. Il était un être humain qui luttait pour exister, pour respirer, pour être vu. Et peut être que, derrière chaque projecteur allumé,